très cher. Je t'apporte des nouvelles concernant mon voyage sur les traces de Robert Walton, lors de sa quête pour conquérir le pôle Nord. Sache que j'ai fini mes recherches et que je rentre bientôt. Le récit que j'ai appris était des plus étranges, alors laisse-moi te le raconter. Mais d'abord, générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Frankenstein? De son nom complet, Frankenstein ou le Prométhée moderne, écrit en 1817 par Mary Shelley, qu'on a déjà évoqué il y a 2 vidéos. Et oui, c'est tout à fait un hasard de calendrier. L'histoire bien connue d'un des monstres sacrés du cinéma et de son scientifique du créateur tourmenté. Le livre trouve son origine lors d'un week-end en Suisse de Mary Godwin et de quelques amis, parmi lesquels son futur époux, Percy Shelley, et Lord Byron. Ce dernier propose alors que chacun écrive une histoire d'épouvante durant le séjour, une sorte de game jam du 19e. Il signa alors un brouillon, intitulé Le Vampire, et qui inspirera un autre monstre connu, Odan Long, tandis que Marie signera Frankenstein. Je me demande ce que Percy a écrit, lui. Absolument aucune idée. Il ne devait pas spécialement être doué avec l'épouvante, car l'histoire n'a pas jugé bon de la garder en souvenir. Mais assez de m'interrompre, il est temps de s'intéresser aux mésaventures du tristement célèbre Victor Frankenstein et de son monstre. Avant de parler de Victor, on doit d'abord faire un détour par ses parents. Alphonse Frankenstein est suisse, vivant du côté de Genève. Travailleur dans les fonctions officielles, il était ce qu'on pouvait appeler un bourreau de travail, ne s'intéressant que fort peu à l'amour. Il aura fallu le décès d'un de ses amis commerçants, du nom de Beaufort, pour qu'il épouse sa fille, Caroline, afin de la mettre à l'abri du besoin. Ensemble, ils entreprirent un voyage à travers plusieurs pays, l'Allemagne, la France et l'Italie. Et prépare tes plus belles bottes mentales parce que les Frankenstein en ont bouffé des kilomètres. C'est donc dans les années 17... ce qui me fait dire que Frankenstein se passe dans le même univers que Megaman et ces fameuses années 2000XX. D'ailleurs, un vieux savant qui crée une intelligence artificielle capable de tuer tout ce qui bouge, je crois que c'est officiel, on est là face à un remake. Bref, je divague, Victor est né de son côté à Naples. Il est très vite rejoint par Elisabeth, sa sœur. Enfin, pas exactement, c'est sa sœur adoptive et qui est traitée comme une cousine par la famille. Elle a été adoptée car le père de cette dernière ne voulait pas qu'elle soit éduquée par une belle-mère visiblement tyrannique. Ce qui n'est pas spécialement une mauvaise idée quand on sait comment ça se finit le plus souvent. Ce n'est qu'au décès prématuré de ce brave homme que la véritable nature de son épouse se révéla. C'était une femme froide, cruelle, follement jalouse du charme et de la beauté de Cendrillon. Et la famille s'agrandit encore avec 2 frères, Ernest et William, alors qu'elle pose ses valises de manière définitive à Bellerive, à côté de Genève. À l'école, Victor rencontre son ami d'enfance, Henri Clerval, fils d'un riche marchand bien plus intéressé par la culture des Indes que par la passion boursière de son père. Tout bascula à 13 ans, lorsque Victor découvrit Cornelius Agrippa, Parcelle et Grand Albert. Je te laisse le soin de faire l'aparté les concernant. Henri Corneille, dit Cornelius Agrippa de Nettesheim, et Paracels sont 2 scientifiques de la fin du XVe siècle, connus principalement pour leurs travaux en tant qu'alchimistes, même si le premier n'a jamais officiellement signé des textes sur le sujet. Pour ce qui est de Grand Albert, c'est en réalité un bouquin qui traite de magie, commencé dans les années 1200 pour se terminer autour de 1580. Le plus important à savoir, c'est que ces personnalités ont été importantes pour la science. En effet, on s'est basé sur leurs travaux pour démontrer ce qu'il fallait pas faire en science. C'était un petit peu des huemols scientifiques. Je me doute que tu m'offres une magnifique transition, puisque justement, personne n'a jugé bon de prévenir Victor que la magie et l'alchimie, ça n'existait pas. Ce qui le pousse à se tourner vers la philosophie naturelle et la métaphysique, durant ses études, pendant 2 ans. Eh ben, la passion s'estompe vite. Tout ça parce qu'il a été témoin d'un orage qui frappe l'arbre dans le jardin, le faisant disparaître à la vitesse de l'éclair. Mon oncle, j'ai fait un trait d'humour. Ce qui fait que du coup, il s'intéresse à la mécanique, même si le rapport avec la foudre m'échappe encore. On va dire que Victor n'était pas non plus une lumière. Et encore 2 ans plus tard, alors âgé de 17 ans, il part poursuivre ses études à Ingolstadt, en Allemagne. Là, il rencontre Monsieur Kremp, professeur de philosophie naturelle, qui lui détruit ses rêves en lui expliquant enfin pourquoi Agrippa et les autres, c'était pas exactement une science. Ainsi que Monsieur Waldman, prof de chimie, qui accepte ses idées farfelues et le pousse à suivre cette voie.
Autant dire qu'un des deux était le chouchou de Victor. Mais... Pendant ce temps... Genève, les choses vont mal. Elisabeth tombe malade de la scarlatine. Elle s'en sortira, soignée soigneusement par sa mère, qui tombera malade à son tour, et sera soignée par rien du tout puisqu'elle va mourir. Ce qui fait de Victor un héros, selon le théorème du parent décédé qu'on avait déjà établi dans une précédente vidéo. Encore un petit bond de 2 ans, parce que l'auteur visiblement a une fixation sur cet intervalle de temps, Victor réussit son premier exploit. Il donne de la vie à la matière. Bon, pour le moment, on en est toujours à l'état de larve, mais ça reste un exploit qui le pousse à voir plus grand. Il ne le sait pas encore, mais il vient de faire le premier pas vers sa perte. Bref, 700 jours plus tard environ... Ouais, 2 ans, quoi. Victor réussit enfin à créer sa créature. Alors, contrairement à la croyance populaire, il ne l'a pas créée dans un château en ruine, en attirant les éclairs et en gueulant en boucle. Mais dans son grenier, ce qui fait de lui un peu le Steve Jobs du 18e. Au début, fasciné par la créature, il déchante très vite quand il se réveille en plongeant son regard dans celui du monstre. Il s'enfuit en courant de sa chambre, disparaît dans les rues d'Ingolstadt et tombe nez à nez avec son ami Clerval, qui a fait la route pour prendre de ses nouvelles et poursuivre des cours de langue dans la même école que Victor. Traumatisé par ce qu'il venait de voir, notre scientifique fou... Attends, il est passé où le monstre? Ah oui, c'est vrai, tu fais bien de me le rappeler. Il l'a paumé. À son retour dans son appartement, pas l'ombre d'un monstre, il avait tout bonnement disparu. Je sais pas si tu te rappelles, mais tu m'avais confié un petit trousseau de clés, tu sais, tout petit. Un trousseau de clés... Les clés du paradis? Voilà, les clés du paradis, enfin un petit trousseau, quoi. Eh bien... Je le retrouve plus. Donc je disais, traumatisé par ce qu'il venait de voir, notre scientifique fou tomba malade durant tout l'hiver. Une fois remis sur pied, il décida de quitter les sciences pour étudier les langues indiennes avec son ami. Il retrouva peu à peu la joie de vivre, avant de la perdre une fois de plus dans une lettre venant de Genève. Son petit frère William avait été assassiné. Ni une ni deux, il retourne en Suisse pour les funérailles et le procès de la coupable. Une femme de chambre, grande amie de la famille, Justine Moritz. Elle avait été trouvée en possession d'un pendentif appartenant à l'enfant. Mais Victor n'était pas dupe, il savait qui était le véritable coupable. Puisqu'une nuit, il avait vu rôder aux alentours une silhouette lui rappelant fortement sa création. Il la poursuivit jusque dans les Alpes, où elle lui raconta son périple. Revenons un peu en arrière, au moment où le monstre quitte le grenier de son créateur. On ne sait pas vraiment pourquoi il a quitté le domicile de Frankenstein, mais il a fini par se réfugier dans la forêt aux alentours de la ville. Il passa alors ses premiers jours en découvrant le monde. Oui, contrairement à ce que l'on peut croire, le monstre n'a pas les souvenirs du défunt dont il a hérité le cerveau. C'est un tout nouvel être qui découvre la vie. Il se nourrit de fruits secs et de quelques baies et autres racines, avant de découvrir un feu abandonné par des vagabonds, et par là même les joies de la chaleur et des marrons chauds. Il est temps pour lui de reprendre son voyage, s'arrêtant d'abord dans une petite cabane où se trouvait cette créature magique. Ah non, désolé, mauvaise histoire. À la place se trouvait un berger qui, en voyant la créature, prit ses jambes à son cou. Première désillusion pour le monstre. Ouais, enfin, si on se réfère à la réaction de Frankenstein, ça fait la seconde. Après ça, il eut la brillante idée de se rendre dans un village alentour, arrivant par la rue principale à la vue de tous. Et bien entendu, ce qui devait arriver arriva. Les habitants prirent peur, attaquèrent la créature, ou s'évanouirent au choix. Autant dire que ce fut une déconvenue de plus. Et il finit par trouver refuge dans une cabane abandonnée à côté d'une ferme, ce qui allait devenir son refuge pour les mois à venir. La ferme était occupée par 3 personnes, le vieux de Lacey, aveugle, et ses 2 enfants, Félix et Agatha, tous 3 originaires de France. Le monstre les observa pendant quelques jours pour apprendre à les connaître, les apprécier et s'en faire des amis. Tu vois, c'était pas tant un mauvais bougre que ça. Non, je déconne, il avait juste l'espoir d'être accueilli dans la famille, mais n'osait pas les approcher. La famille en question fut assez rapidement agrandie avec l'arrivée de sa fille, surnommée l'Arabe alors que son père est turc. Les gens du 18e et leur amalgame ethnique, ça n'arriverait plus à notre époque. Avant de continuer l'histoire de la créature, je vais devoir m'attarder un peu sur l'histoire de la pauvre Safi. Son père a été arrêté et jugé pour le crime suivant. Il était musulman. Voilà, ça en France au 18e, c'était suffisant pour aller présenter ses hommages devant le bourreau.
Fort heureusement pour lui, Félix, ami de la famille, proposa au Turc, oui désolé, il n'a pas d'autre nom, de l'aider à s'évader, moyennant de récupérer la main de sa fille au passage. J'en vois qu'il y en a qui perdent pas le nord. Le Turc accepte, en croisant les doigts derrière son dos. Félix met alors son plan à exécution, quitte le pays pour l'Italie, avec sa fille et son père. Mais, coup du sort, la sœur et le père de Félix se font arrêter pour forcer le jeune homme à revenir. Il fait donc quelques mois de prison et la famille de Lacey doit quitter le pays en abandonnant toute sa fortune. Ah non, ça m'apprendra à faire du zèle. Et pour ce qui est du Turc et de sa promesse, il a voulu embarquer sa fille de force pour retourner au pays. Fort heureusement, elle a réussi à prendre la poudre d'escampette. Et voilà comment elle est arrivée à la ferme de son futur époux. Mais la jeune fille ne parlait pas la langue, et se devait donc de l'apprendre. Ce qui arrangeait bien le monstre, qui commença lui aussi à comprendre des mots et à faire des phrases pour découvrir la lecture et la parole. Royal, 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 royal. Un roi. Bravo. Qui peut hurler comme ça des voyelles par la fenêtre saura un jour prononcer un discours. Le tout grâce au livre, l'héroïne ou méditation sur la révolution des empires de Volney. Et puis, par la suite, Paradis perdu, Vie parallèle et les souffrances du jeune Werther. Il trouva également, dans les poches de sa veste, les notes de son créateur, découvrant qu'il le détestait au plus haut point. Il ne prit pas forcément ça en compte, puisque son objectif le plus proche était de se faire accepter dans cette famille. Il profita alors d'un départ des enfants pour rencontrer le vieil aveugle. Ce dernier l'accueillit, mais, alors que tout se passait bien dans la discussion entre les deux, les enfants rentrèrent et... tu te doutes de la suite. Au secours, à l'aide, il essaie de me tuer. Aidez-moi. Au secours, il fait ma peau. Oh, pitié, ne me tuez pas. Devant ce nouvel échec, il décida de se venger sur l'homme responsable de sa laideur, Victor Frankenstein. En arrivant à Genève, il tomba sur un enfant qui se présenta à lui comme William Frankenstein. Ça tombe bien alors. Pris de rage, en entendant le nom de son créateur, la créature tua le gamin de ses mains, avant de trouver dans une grange, un peu plus loin, la jeune Justine qui dormait dans le foin. Ça tombe bien alors. Il prend alors le pendentif trouvé sur le gamin et le glisse dans la poche de Justine, pour la faire accuser. Il y a quelques semaines, il ne savait ni lire ni parler, et maintenant il est capable de nous faire un des mecs, du crime était presque parfait. Nous voilà donc revenus à ce moment fatidique des retrouvailles entre le créateur et sa création. Et cette dernière a une ultime requête, que le docteur fasse une fiancée au monstre. Après quoi, lui et sa moitié disparaîtront là où aucun homme n'a jamais mis le pied. Victor accepta et partit pour le Royaume-Uni. 1 an plus tard. Eh ben, encore heureux que le monstre est patient. Oui, il l'a prévenu qu'il attendrait le temps qu'il faudra. Bref, ce voyage est entrepris pour que Victor rencontre plusieurs scientifiques qui pourraient l'aider inconsciemment dans sa quête. Il est accompagné par son ami de toujours, Henri Clerval, revenu pour l'occasion. Son périple se termine à Édimbourg, après un long voyage en s'arrêtant dans toutes les villes sur la route, pour faire un peu de tourisme. Oui, la créature est très patiente. Mais il quitte enfin son ami pour s'exiler sur une des petites îles au large de l'Écosse, pour commencer son œuvre. Il y travaille pendant des jours et des nuits, avant de remarquer, à la lueur de la lune, le monstre qu'il observe. Prenant conscience de ses actes, Victor en vient à se questionner, à savoir s'il est bon de relâcher une autre de ses créatures dans la nature. Ni une ni deux, il détruit la monstruosité sur laquelle il travaillait, ce qui eut pour effet de faire descendre la créature de son poste d'observation, afin de donner une ultime menace face à un ultime refus de continuer. Victor ne verra plus le monstre avant ses noces, le jour où s'abattra sur lui le plus grand des malheurs. Quelles noces! Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas dit. Avant son départ pour l'Angleterre, Victor a promis qu'à son retour, il épouserait sa cousine adoptive, Elisabeth. Le monstre disparaît alors, et le docteur se débarrasse des restes du corps dans l'océan, avant de s'endormir sur sa barque, qui dérive par le courant. Il se réveille sur des côtes où, à peine a-t-il accosté, qu'il apprend 2 choses. Premièrement, il vient d'arriver en Irlande, et deuxièmement, il est accusé d'un crime. Nous sommes face à quelque chose qui n'est jamais arrivé. J'appelle ce quelque chose un crime. Crime. Je sais pas, ça m'est venu comme ça, j'aurais pu dire Meurtre. non, j'ai dit crime. C'est bien un crime. Ouais, j'aime bien. Oui, il vient de débarquer, mais voilà, il n'est pas tombé chez les gens les plus perspicaces. Ah bah c'est pas des flèches, hein.
Mais pour compléter le tableau des mauvaises nouvelles, la victime n'est autre qu'Henry, son meilleur ami. Victor reconnaissant le modus operandi de sa créature. Donc, si je suis bien, après avoir rendu visite au docteur, le monstre a quitté l'île de Frankenstein pour retourner à Édimbourg afin de tuer Clerval resté sur place, pour ensuite l'amener dans un petit village irlandais, au cas où, éventuellement, son créateur irait jeter les restes de sa fiancée dans l'eau, avant de sombrer dans un profond sommeil qui l'amènerait sur les côtes du même village. Oui. J'en ai connu des mecs tordus, mais lui il a un pompon. Et Victor va rester emprisonné pendant plusieurs mois, et ne devra sa libération qu'à la venue de son père pour plaider sa cause. Il rentre ainsi à Genève, avec la ferme intention de se marier. Je sais que tu vas me parler de la menace du monstre, mais il est résolu à mourir pour mettre fin à son calvaire. Mais... alors, il épouse Elisabeth, sachant que son bonheur ne durera qu'un temps. Non mais d'accord, mais c'est pas... Lors de leur première nuit de noces, ils s'arrêtent dans un petit hôtel au bord d'un lac. Et à la nuit tombée, il s'éloigne un peu en attendant que le monstre vienne faire son office et lui prenne la vie. Non mais il a sans doute un plan pour empêcher que... C'est là qu'il entend un bruit d'effroi depuis l'hôtel. Il a juste le temps de revenir pour découvrir le corps sans vie de sa bien-aimée. Ah bah non, en fait il est juste con. Oui, le fait qu'il pensait être la victime du monstre, alors que ce dernier a répété encore et encore qu'il le ferait souffrir en s'en prenant à ses proches, m'échappe totalement. Bref, son père meurt de chagrin quelques jours plus tard en apprenant la nouvelle. Victor décide alors qu'il est temps pour lui d'en finir et part à la recherche du monstre pour le tuer. Il le traque dans toute l'Europe pour finir dans le Grand Nord, où, en plein milieu d'une tempête, il tombe sur le vaisseau de Robert Walton qui le recueille. Malheureusement, affaibli par le froid, Victor ne put survivre qu'une semaine, juste le temps de raconter son histoire. La nuit, après son décès, la créature monta sur le bateau pour rendre un dernier hommage à son créateur, promettant à Walton qu'il allait se laisser mourir dans le froid. Sa quête de vengeance étant à présent terminée, il n'avait plus de raison de vivre. Voilà comment se termine, mon cher ami, l'histoire du docteur Frankenstein, celle d'un homme qui voulut voler le feu de la vie aux dieux et qui se retrouva privé de ses êtres chers par un aigle monstrueux, tel un Prométhée moderne. Alors laisse-moi conclure cette aventure comme à mon habitude. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Moi je vous dis à bientôt. C'était le Green Freaker pour vous servir.